Alors, le DM5, deux exercices avec des fonctions circulaires réciproques, arc sinus, arc tangente et ainsi de suite. Deux exercices pas très difficiles, si ce n'est peut-être la dernière question de l'exercice 1 qui est un petit peu plus d'un niveau, enfin, qui demande un petit peu plus de réflexion, je vais dire ça comme ça. C'est pas très difficile une fois qu'on a bien compris le truc et surtout qu'on a bien suivi les différentes questions de l'exercice et qu'on a bien fait référence aux questions d'avant. Parce que dans cet exercice, il y a plusieurs questions pour lesquelles, eh bien, il faut s'appuyer sur la question d'avant. Alors, première question. Justifier que f est bien défini. Bon. On a une fonction a priori de R dans R, donc il s'agit de montrer que, pour tout x appartenant à R, arc sinus de 2x sur 1 plus x carré a bien une existence. Bon. Évidemment, je peux regarder la fonction qui a x associe 1 plus x carré, qui est une fonction polynomiale. Et polynomiale, définie sur R. Et surtout, chose importante, comme elle va être au dénominateur, il faut que cette fonction ne s'annule pas. Donc on va le préciser. Et ne s'y annule pas. Ça, c'est quelque chose que vous avez tendance à oublier de dire dès qu'il s'agit de vérifier la dérivabilité, la continuité d'une fonction, ou comme ici l'ensemble de définitions. C'est bien sûr de dire que le dénominateur est défini, mais aussi et surtout qu'il ne s'annule pas sur l'ensemble en question. La fonction qui a x associe 2x est définie sur R. Donc, la fonction qui a x associe 2x sur 1 plus x carré, pas de problème, est définie sur R. Ensuite, pour que ça marche, il faut que l'arc sinus puisse se composer avec le reste, c'est-à-dire que le 2x sur 1 plus x carré soit toujours compris entre moins 1 et 1. Montrons maintenant que pour tout x appartenant à R, 2x sur 1 plus x carré appartient alors, à moins 1, 1. C'est-à-dire que pour tout x appartenant à R, valeur absolue de 2x sur 1 plus x carré est inférieure ou égale à 1. Voilà ce qu'on doit démontrer. Donc je vais partir de ça, je ne vais surtout pas supposer que c'est vrai, comme je le vois trop souvent dans les copies. Je ne vais rien supposer du tout. Je vais procéder par équivalence successive. Cette chose-là, c'est quoi ? Ben, c'est valeur absolue de 2x, alors je peux même sortir le 2, sur 1 plus x carré. Ok. Et ça, pourquoi est-ce que ça serait inférieur ou égal à 1 ? Eh bien, ça revient à dire que 2 valeurs absolues de x est inférieur ou égal à 1 plus x carré. C'est-à-dire, là encore, que x carré moins 2 valeur absolue de x plus 1 est inférieur ou égal à... est supérieur ou égal à 0. Ce qui revient à dire que x en valeur absolue, valeur absolue de x moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0. J'ai procédé par équivalence successive. Et là, je n'ai pas terminé. Or, on a bien, pour tout x appartenant à R, alors ici j'aurais dû dire soit x appartenant à R pour commencer, on a bien que valeur absolue de x moins 1 au carré est positif. Donc, par équivalence successive, j'oublie un S, 2x sur 1 plus x carré en valeur absolue est inférieur ou égal à 1. Vous voyez la lourdeur de la rédaction. Je vais vous proposer une autre méthode. Alors certains ont étudié la fonction, dérivabilité, ainsi de suite, ça marche, mais c'est un petit peu lourd. Je vais tout simplement réécrire les choses à l'envers. Ça,
je le fais au brouillon, tac, et ensuite je réécris les choses à l'envers, donc pas de problème, j'évite la lourdeur du raisonnement par équivalence successive. Donc je dis soit x appartenant à R, j'ai valeur absolue de x moins 1 au carré qui est positif, donc, et là ça devient des implications, un raisonnement par implication tout bête. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que x carré moins 2 valeur absolue de x plus 1 positif, donc je réorganise, 1 plus x carré va être supérieur à 2 valeur absolue de x, je divise par 1 plus x carré qui ne s'annule pas, d'où 2 valeur absolue de x sur 1 plus x carré inférieur à 1, c'est-à-dire 2x sur 1 plus x carré en valeur absolue inférieure à 1. Et voilà, les deux méthodes fonctionnent. Ensuite, je n'ai pas terminé, parce que ça c'était mon travail pour dire que la fonction f était bien définie. Par ailleurs, la fonction qui a x associe arcsinus x est définie sur moins 1. Elle est définie sur moins 1. Le 2x sur 1 plus x carré est dans moins 1. Conclusion. Je vais faire une nouvelle page pour ça. F est bien défini. Et voilà la première question, avec deux méthodes même. Deuxième question. Les limites de f en plus et en moins l'infini. Vous avez bien compris que, bien sûr, on va étudier la limite de 2x sur 1 plus x carré et que dans un second temps, on composera avec l'arcsinus. Alors, je prends x appartenant à R, 2x sur 1 plus x carré. Je vais tout diviser par x en fait. C'est 2 sur 1 sur x plus x. Or, 1 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. X tend vers plus ou moins l'infini lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Donc, 1 sur x plus x tend vers plus ou moins l'infini lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Par quotient, je fais les deux en même temps, ça ne me pose pas de problème. 2 sur 1 sur x plus x tend vers 0 lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Ici, j'oublie les moins à chaque fois. La fonction arcsinus est continue en 0, donc f de x va tendre vers 0, par arcsinus de 0 qui vaut 0, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. La continuité, je ne l'ai pas vue souvent. Troisième question. Déterminer le domaine de dérivabilité de f, montrer que pour tout x dans ce domaine, on a f' de x égale machin. Bon. La fonction qui a x associe 2x sur 1 plus x carré, et le quotient de deux fonctions dérivables sur R, dont le dénominateur, toujours il faut le préciser, ne s'annule pas. Donc cette fonction est dérivable sur R. Entre parenthèses, à valeur, comme on l'a démontré précédemment, dans moins 1. Par contre, malheureusement, la fonction arcsinus est dérivable, mais seulement sur moins 1 ouvert. Donc on va chercher à savoir quand est-ce que 2x sur 1 plus x carré est égal à 1, quand est-ce que 2x sur 1 plus x carré est égal à moins 1. Ce n'est pas parce qu'ici je retire moins 1 et 1 que je dois retirer effectivement moins 1 et 1 de l'ensemble de dérivabilité. Non, ça va dépendre de 2x sur 1 plus x au carré. Résolvons. 2x sur 1 plus x carré égale 1, c'est-à-dire 2x est égal à 1 plus x carré, c'est-à-dire x
carré moins 2x plus 1 égale 0, c'est-à-dire x moins 1 au carré égale 0, c'est-à-dire x égale 1. Donc, il faut que je retire 1 parce que j'ai trouvé 1 ici. Résolvons maintenant 2x sur 1 plus x carré égale moins 1. C'est-à-dire qu'on va avoir 2x égale moins 1 moins x carré. C'est-à-dire x carré plus 2x plus 1 égale 0. C'est-à-dire x plus 1 au carré égale 0. C'est-à-dire x égale moins 1. Donc finalement, pour ne pas obtenir moins 1 et 1 avec ce qu'il va y avoir dans l'arc sinus, il ne faut pas que x soit égal à 1 ni à moins 1. Conclusion, f est dérivable sur R privé de moins 1 et 1. Alors, je vais quand même apporter un bémol à ça. Ici, les théorèmes classiques nous permettent de dire que f est dérivable sur R privé de moins 1 et 1. On n'a pas du tout cherché à savoir si f était quand même dérivable en moins 1 et quand même dérivable en 1. On a vu des exemples avec de la valeur absolue, avec de la racine, où il y avait la valeur absolue ou la racine dans une fonction, mais elle était multipliée et ainsi de suite par d'autres choses, ce qui fait que à la fin, on pouvait montrer avec le taux d'accroissement que la fonction était quand même dérivable, bien que dedans, il y ait de la racine de la valeur absolue. Alors, on doit sans doute pouvoir faire la même chose avec de l'arc sinus, mais voilà. Globalement, les théorèmes nous permettent de dire sans aucune difficulté f est dérivable sur R privé de moins 1 et de 1. Pour savoir si f est dérivable en moins 1 et en 1, on n'aura pas d'autre choix que de regarder le taux d'accroissement. Et ça, c'est ce qu'on nous demande à la question 6. Alors, on prend x dans R privé de moins 1, 1. Et on va calculer f' de x. Donc f, c'est un arc sinus. Et donc, composé avec une autre fonction, il faut que je dérive d'abord 2x sur 1 plus x au carré. Donc si je fais ça, je vais avoir du 2 facteur de 1 plus x au carré, moins 2x facteur de 2x, sur 1 plus x carré au carré. Ma dérivée d'arc sinus, 1 sur 1 racine de 1 moins 1 sur, 1 sur racine de 1 moins x carré, sachant que ça n'est pas x, mais c'est 2x sur 1 plus x carré au carré. Et je vais développer. J'obtiens donc au numérateur, j'ai du 2 plus 2x carré moins 4x carré, donc du 2 moins 2x carré. Et au dénominateur, je multiplie. Alors, je vais en garder 1. Et le deuxième de mon carré, je vais le rentrer dans la racine. Et quand je le rentre dans la racine, il reprend entre guillemets un carré. Donc j'ai du 1 plus x carré au carré moins 2x au carré. Voilà. C'est-à-dire ici au numérateur du 2 facteur de 1 moins x carré, divisé par 1 plus x carré, je n'y touche pas. Et dans ma racine, j'ai quoi? J'ai du 1 plus 2x carré plus x puissance 4 moins 4x au carré. Et là, comme on l'a déjà vu plein de fois, 1 moins x carré sur 1 plus x carré, racine de x puissance 4 moins 2x carré plus 1, c'est une identité remarquable. Racine de x carré moins 1 au carré. Alors on peut même faire ici, hop, comme c'est un carré, ça peut être la même chose que 1 moins x carré. Le carré et la racine vont nous donner la valeur absolue qui nous est demandée. Et on a bien ce que l'on voulait. Donc, pour tout x appartenant à R privé de moins 1 et de 1, f' de x est égal à 2 facteurs de 1 moins x au carré sur valeur absolue de 1 moins x carré multiplié par 1 plus x carré. Et voilà pour cette question. Ensuite, on passe à la question 4. En procédant par disjonction de cas sur x appartenant à R,
Exprimez alors f de x en fonction de arctangente x. Bon. Bah, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? J'ai f' de x ici. Alors f' de x, attention, n'est pas valable ni en moins 1 ni en 1. Donc premier cas, hop, x strictement plus petit que moins 1. Dans ce cas-là, j'ai f' de x qui est égal à 2 facteurs de 1 moins x au carré sur 1 moins x carré en valeur absolue, 1 plus x carré. Sauf que comme x est inférieur à moins 1, 1 moins x carré va être négatif. Et donc ça sera du 2 facteur de 1 moins x carré sur x carré moins 1, 1 plus x carré. Les deux qui sont ici vont se simplifier en nous donnant un signe moins. Et donc on obtient du moins 2 sur 1 plus x carré. Et donc, il existe une certaine constante c, que je vais appeler C1, appartenant à R, telle que f de x est égal à moins 2 arctangente x, plus une constante C1. Or, on a une information qui est que f de x tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, moins 2 arctangente de x, je ne vais pas mettre donc, je vais mettre or, moins 2 arctangente de x plus C1 tend vers moins 2 arctangente x, moins 2 arctangente x en moins l'infini va tendre vers moins pi sur 2, plus C1. Si je veux que ce soit égal à 0, ça vaut donc pi, d'où C1 égale moins pi. Conclusion. Donc pour tout x, donc conclusion, f de x, ça sera moins pi moins 2 arctangente de x. Ensuite, deuxième cas. X égale moins 1. Dans ce cas-là, bien sûr, je ne vais pas utiliser f' puisque ma formule pour f' ne fonctionne pas en moins 1. On a 2x sur 1 plus x carré égale moins 1. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la question 3 lors du domaine de dérivabilité. Donc, f de x qui est arcsinus de moins 1, c'est moins pi sur 2. Troisième cas. Évidemment, on pourrait se poser la question, est-ce que ça fonctionne? Alors en réalité, oui, puisque la fonction, elle est continue sur R. Donc en fait, ce cas-là, on n'en a pas vraiment besoin. Troisième cas, x appartient à moins 1, 1. Dans ce cas, entre moins 1 et 1, le 1 moins x carré est positif. D'où f' de x est égal à 2x, 2 facteur de 1 moins x carré sur 1 moins x carré, 1 plus x carré, c'est-à-dire 2 sur 1 plus x carré. Là, ça simplifie sans problème. Donc, il existe une constante C2 appartenant à R, telle que f de x égale 2 arctangente x plus C2. F de 0, ça vaut arcsinus de 0, c'est-à-dire 0. Donc, 2 arctangente 0 plus C2 égale 0, ce qui implique que C2 égale 0. Donc, f de x est égal à 2 arctangente de x. Dernière partie, non, donc on était au troisième cas. Quatrième cas.
x égale 1, si je veux appliquer ma formule de f', donc f de 1 égale pi sur 2. Cinquième et dernier cas, x strictement plus grand que 1. Dans ce cas-là, en fait, on va avoir exactement la même chose qu'ici. Le 1 moins x carré sera négatif, et donc, de même que pour le premier cas, il existe une constante, alors C3, appartenant à R, telle que f de x est égal à moins 2 arctangente x plus C3. La limite en plus l'infini vaut 0. Or, arctangente x tend vers pi sur 2 lorsque x tend vers plus l'infini, et f de x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, par unicité de la limite, moins 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire moins pi plus C3 égale 0, c'est-à-dire C3 égale pi. Conclusion. F de x, c'est pi moins 2 arctangente x. Finalement, on peut écrire notre fonction f. Ma fonction f, elle va de R dans R. À x, elle associe moins pi moins 2 arctangente x si jamais x est strictement plus petit que moins 1. Moins pi sur 2 si x égale moins 1. 2 arctangente x si x appartient à moins 1, 1. Pi sur 2, il n'y a pas de moins. Si jamais x égale 1. Et pi moins 2 arctangente x si jamais x est strictement plus grand que 1. Encore une fois, hein, j'aurais pu invoquer la continuité de la fonction f pour me passer de ces deux cas-là. Question 5. Tracer la courbe. Bon, je sais que j'ai des arctangentes, je sais tout ce qu'il me faut. Alors, il me faudrait un outil pour tracer la courbe. J'en ai jamais. Un jour, il faudra vraiment que je retrouve une règle. J'en avais une. Je vais en chercher une. Voilà, je me suis trouvé une super règle. Donc, hop. Hop. La limite en plus l'infini en moins l'infini, c'est 0. Je vais avoir ensuite un maximum en pi sur 2 en moins pi sur 2. La fonction va passer ici par 0. On va prendre du 1 ici, du moins 1 là. On va prendre du pi sur 2 ici. On va prendre ici du moins pi sur 2. On va prendre du moins 1, on va prendre du 1 et l'origine ici. Bon. Alors, en 1, je sais que j'ai pi sur 2. En moins 1, j'ai moins pi sur 2. En 0, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai que la fonction, c'est 2 arctangente x, donc il va avoir comme dérivée 2 facteurs de 1 plus x, 1 sur 1 plus x carré, ce qui va me donner en 0 une dérivée égale à 2. Donc ici, j'ai une tangente qui va me donner 2. C'est-à-dire que pour une unité ici, j'avance de 2. Alors, 2, ça va être à peu près ça. Donc on va avoir une tangente en 0 qui va être à peu près comme celle-là. En 0, tangente de coefficient directeur 2. Bon. Et j'ai de l'arctangente. Ensuite, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir quelque chose qui tend vers 0. Alors on pourrait se poser la question de la limite en 1 plus et en 1 moins de ma fonction dérivée. Lorsque x tend vers 1 moins, qu'est-ce que j'ai? Eh bien j'ai 1 moins x carré. J'ai donc f' de x. Je vais
plutôt ça comme ça, en 1 moins. f' de x, ça sera du 2 sur 1 plus x carré, qui va tendre en 1 vers 2 sur 2, qui va tendre vers 1. Donc là, ici, j'ai une tangente qui va être un peu moins, ça va être un peu plus comme ça. En 1 plus, j'ai f' de x qui va être égal à moins 2 sur 1 plus x carré, qui va donc tendre vers moins 1. Et donc je vais avoir une tangente, alors, tac, je vais la mettre comme ça, donc comme ça, donc comme ça. Et donc là, ça fait une pointe. Ensuite, on peut remarquer que f est impaire. Elle est définie sur R qui est centré en 0. Et pour tout x appartenant à R, f de moins x, c'est arc sinus de moins 2x sur 1 plus x carré, enfin ça serait 1 plus moins x le tout au carré, mais qui nous donne ça, c'est-à-dire moins arc sinus de 2x sur 1 plus x carré. Bref, c'est moins f de x. Et donc ce qui fait que je vais tracer ici une courbe à peu près belle sur 0 plus l'infini, puis après je prendrai une symétrique. Donc ici, hop, c'est avec un trait un peu plus gros, donc je vais avoir une courbe qui fait ça. Et là, tac, qui va repartir comme ça. Et ensuite je fais une symétrique. Alors, ça sera quand même plus pratique de faire de la symétrie dans mes tangentes. À peu près comme ça. Et voilà ma courbe. Surtout, je ne mets pas de tangente horizontale comme j'ai pu le voir ici. Dernière question, la question 6. Montrer que f n'est ni dérivable en 1 ni en moins 1. Donc on va étudier la dérivabilité de f en 1. Une fois que j'aurai montré que ce n'est pas dérivable, avec la symétrie, j'aurai montré que ce n'est pas dérivable en moins 1. Bon. Pour ce faire, pour x appartenant à moins 1, 1, j'ai f de x qui est égal à 2 arctangentes x. J'ai f de 1 qui est égal à pi sur 2. Et pour x appartenant à 1 plus l'infini, j'ai f de x qui est égal à pi moins 2 arctangentes x. Et je vais étudier mon taux d'accroissement. C'est la seule façon que j'ai de montrer que f n'est pas dérivable. Donc, le taux d'accroissement de la fonction f en 1 en h, donc avec h négatif, ça sera f de h moins f de 1 sur h moins 1. F de h, donc on est en 1 moins, donc on est à du 2 arctangente h. Moins f de 1, c'est pi sur 2. Sur h moins 1. Et si on regarde bien, cette chose-là, c'est quoi? C'est le nombre dérivé de ma fonction arctangente, de ma fonction 2 arctangentes en fait, en 1.
Donc cette chose-là, alors, je vais noter ça autrement. Je vais noter phi de h moins phi de 1 sur h moins 1, où h, c'est la fonction que je vais définir sur R, dans R, qui a x. Alors, non, c'est pas h, c'est phi. Qui a x associe deux arctangentes x. On a phi de 1, c'est deux arctangentes de 1. Arctangente de 1, c'est pi sur 4. 2 fois pi sur 4, pi sur 2. Donc, comme phi est dérivable en 1, phi de h moins phi de 1 sur h moins 1 tend vers phi prime de 1 lorsque h tend vers 1. Et phi prime de 1, ça vaut combien? La dérivée de deux arctangentes, c'est 2 sur 1 plus x carré. En 1, ça nous fait 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Et ensuite, je vais étudier, pour h positif, le taux d'accroissement de ma fonction f en 1. Ça sera donc, pareil, hein, f de h moins f de 1 sur h moins 1, c'est-à-dire, cette fois comme h est positif, on est un petit peu au-dessus de 1, donc on va avoir du pi moins 2 arctangente h, moins pi sur 2, sur h moins 1, c'est-à-dire qu'on a moins 2 arctangente h plus pi sur 2. Alors, hop, je vais noter ça comme ça. Donc ici, on aurait plus pi sur 2, donc moins pi sur 2. Sur h moins 1. C'est-à-dire moins phi de h moins phi de 1 sur h moins 1. C'est-à-dire moins phi de h moins phi de 1 sur h moins 1. Et donc cette chose-là, comme phi est dérivable, ça va tendre vers moins phi prime de 1, c'est-à-dire moins 1. Car moins phi est dérivable, bon, même phi en fait, est dérivable en 1. J'ai d'un côté le taux d'accroissement qui a une limite qui vaut moins 1, de l'autre côté le taux d'accroissement a une limite qui vaut 1, donc le taux d'accroissement de h, le taux d'accroissement de f, pardon, n'a pas de limite en 1. F n'est donc pas dérivable en 1. Par imparité, f n'est pas non plus dérivable en moins 1. Et voilà pour cet exercice.